C'est une enquête en plusieurs volets publiée entre le début de l'été et septembre 2025 par le média d'investigation breton Splon. Intitulée « Hôpital public, une casse programmée, un marché pour le privé », cette enquête a été coécrite par Caroline Trouillet, Raphaël Da Silva et vous, Isabelle Jarjaille. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour en parler aujourd'hui. Vous êtes journaliste et avez donc participé à cette grande enquête. C'est une enquête extrêmement dense en 4 volets qui traite à la fois de la situation globale des services d'urgence en Bretagne, des financements publics qu'on retire à l'hôpital public alors que le secteur privé en profite, de la vétusté des hôpitaux bretons et pour finir de la pénurie de médecins au sein des hôpitaux publics. Quel a été le point de départ de cette grande enquête ? Le point de départ, c'était de se dire qu'on parle tout le temps de la situation des hôpitaux publics. C'est un sujet qui fait constamment la une des médias, notamment l'été ou aux périodes de vacances, quand les urgences sont engorgées, etc. Mais avec ce sentiment qu'on est toujours dans l'actu chaude, on ne rentre jamais dans le pourquoi, de se demander, ok, pourquoi on en est là ? Alors, au-delà du fait qu'il n'y a pas assez de médecins, par exemple, aux urgences, donc les urgences ferment, mais pourquoi on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? Quelles sont les responsabilités, notamment politiques, qui ont fait qu'on en arrive là ? Quels sont les choix qui ont été faits depuis 20 ans pour en arriver là ? Donc, c'était ça notre point de départ. Et aussi de se demander, donc on a l'état de l'hôpital public, mais qu'est-ce que ça produit autour ? Et en l'occurrence, qu'est-ce que ça produit pour le marché de la santé privée ? Et quels sont les effets positifs ou pas sur le développement d'un marché de la santé privée ? Alors, un des éléments de départ, quand on lit votre enquête dans le volet « L'hôpital public rationné, les cliniques privées rassasiées », vous revenez sur la loi de 2003 qui a transformé le mode de financement des établissements de santé en France. Si je résume, avant cette réforme, les hôpitaux publics recevaient un montant financier en fonction des dépenses de l'année précédente, mais depuis 2003, on est passé à un système de tarification à l'activité, donc chaque acte médical a un tarif, et ce sont les recettes engendrées par ces actes médicaux qui constituent le budget de l'hôpital. Est-ce que quand on a compris ça, on a tout compris au problème de l'hôpital aujourd'hui ? Ou c'est plus complexe quand même ? Non, c'est quand même une grosse partie du problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des rapports de l'Inspection générale des affaires sociales ou de la Cour des comptes ou du Sénat qui disent que le problème d'aujourd'hui, c'est la tarification à l'activité. Parce qu'effectivement, on est passé d'un système où il y avait une enveloppe globale, une dotation globale, comme on peut avoir aujourd'hui, par exemple, pour les universités, où on leur donne une enveloppe et on leur dit, vous pouvez dépenser cette enveloppe sur l'année. Et s'ils ont tout dépensé, l'année d'après, ils peuvent justifier le fait qu'ils ont besoin de cet argent et on leur redonne la même enveloppe. Quand on a instauré la tarification à l'activité, on a décidé qu'il y aurait plus d'enveloppe comme ça parce qu'en fait, ça permettait aux hôpitaux de s'adapter aux besoins de santé de leur population. C'est-à-dire qu'un hôpital sur une zone où la population est vieillissante, a des pathologies spécifiques, pouvait avoir plus d'argent parce qu'il avait plus d'activités et donc l'année d'après, il demandait plus d'argent parce qu'il avait des besoins spécifiques. Avec la tarification à l'activité, c'est vraiment l'hôpital reçoit de l'argent en fonction des actes qu'il pratique. Donc un acte, ça va par exemple dans la gynécologie obstétrique, ça va de la péridurale quand on accouche, qui est tarifé, mais aussi à la prise de température d'un patient qui est hospitalisé. Du plus petit acte au plus gros acte sont tarifés et n'ont pas du tout la même valeur. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des hôpitaux qui, si leur population a des besoins en santé qui sont plus ou moins forts et qui nécessitent des actes qui sont mal valorisés, ces hôpitaux-là vont travailler beaucoup et gagner moins d'argent que d'autres hôpitaux qui vont se concentrer sur des actes bien valorisés et parce que leur population, leur territoire ne leur permettent de le faire. Ou alors que, en se concentrant sur des actes bien valorisés, ils vont laisser de côté une partie de la population. Et il faut aussi avoir en tête que cette tarification à l'activité, elle s'applique aux établissements de santé privés. Et c'est pour ça d'ailleurs que les établissements de santé privés sont en fait financés à 95% par la sécurité sociale parce que ils sont financés par cette tarification à l'activité. Sauf que là où il y a vraiment un gros problème, c'est qu'on a d'un côté un hôpital public qui, comme le privé, est financé sur les actes qu'il pratique, sauf que lui, à un moment quand même, il a toujours une obligation de service public et que il va pas pouvoir refuser un patient qui se présente aux urgences et qui, pour X ou X raison, a une pathologie qui va rapporter peu à l'hôpital. Et on a des hôpitaux comme par exemple Vitré qui, depuis 15 ans, se dégradent d'année en année, notamment
très concrètement, les bâtiments se dégradent d'année en année parce que ils arrivent pas à inverser la vapeur. Vous venez de nous expliquer en gros les fondements de la concurrence entre le secteur public et le privé dans la santé aujourd'hui, mais aussi du coup les raisons peut-être des inégalités entre les territoires, comme vous nous l'expliquiez, avec si on a une population vieillissante et qui a des caractéristiques spécifiques, eh bien cela fait que notre modèle économique de notre hôpital n'est pas le même que celui d'une population beaucoup plus jeune qui aurait moins besoin de soutien. Et puis aussi les tarifs des actes médicaux sont revus tous les ans. Donc ça peut aussi, j'imagine, engendrer une certaine déstabilisation tous les ans des comptes. Alors, on va parler des services de maternité puisque ce sont souvent eux qui ferment en premier car, comme vous l'expliquez dans l'enquête, les maternités ont besoin d'être ouvertes 24 heures sur 24 et surtout de rassembler 5 corps professionnels différents, donc différentes spécialités de médecins. Ces services, ils coûtent cher et avec la baisse de la natalité également, eh bien, ils ont de plus en plus de difficultés à atteindre des seuils à partir desquels ils deviennent rentables. Et ça concerne le public comme le privé. Il y a le collectif Initiative Urgence Armor Santé qui dénonçait en avril 2025 que l'Agence régionale de santé n'avait pas donné les moyens à la maternité publique de Guingamp de recruter, tout en finançant dans le même temps le recrutement de médecins par la clinique privée du coin de Plérin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ce financement du privé au détriment du public, il est possible aujourd'hui dans le secteur de la santé ? Il y a 2 problèmes pour les maternités. Il y a d'une part la pénurie de médecins qui fait que effectivement on se retrouve avec des services où il manque des anesthésistes notamment et ça pose un problème de sécurité. Et effectivement, comme notamment à Guingamp, en fait les médecins ne souhaitent plus venir travailler à la maternité, enfin avant qu'elle s'arrête parce que là elle est en pause, mais elle ne souhaitait plus venir travailler à la maternité. Pour quelle raison ? Parce que justement, en fait c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il y a moins de médecins. Donc le danger est réel en fait pour un médecin, c'est-à-dire qu'un anesthésiste qui va se retrouver tout seul à assurer une garde de 24 heures, si les accouchements ça c'est imprévisible. Donc un anesthésiste qui est de garde et qui se retrouve seul à faire sa garde et qui peut-être va avoir 3 ou 4 accouchements qui vont arriver dans le temps de sa garde et peut-être 1 ou 2 accouchements qui sont à risque. Lui il est seul, il n'y a pas de collègues sur lesquels se reposer et du coup c'est un risque qu'il prend. Les médecins ne veulent plus prendre ce genre de risque. Moins on a de médecins dans un service, moins on arrive à recruter des médecins. Ça se couple aussi avec un problème de rentabilité économique qui fait que, effectivement, d'après la Chambre régionale des comptes, une maternité n'est rentable économiquement que à partir de 1200 accouchements par an. Or, la plupart des petites maternités qui pouvaient exister jusqu'au début des années 2000 étaient sur moins de 1000 accouchements. Donc, ce problème de coût des maternités, il est le même pour le public et pour le privé. Et effectivement, c'est là qu'on a des choix politiques comme celui de l'ARS Bretagne qui a été de soutenir la clinique maternité privée de Plérin plutôt que de soutenir la réouverture de la maternité de Guingamp. C'est pas des cas isolés. Ils ont fait la même chose sur le service de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital de Saint-Méen. Alors d'abord, ça change plusieurs choses. Ça change le fait que quand vous habitez à proximité de Saint-Méen, c'est pas la même chose d'être hospitalisé à 5 minutes ou même une demi-heure de chez vous que d'être hospitalisé à Saint-Grégoire, parfois à 1 heure de chez vous. C'est pas du tout la même prise en charge. Et ensuite, ça change aussi parce que le privé, la grosse différence, c'est que la prise en charge des patients n'est pas la même d'un point de vue financier. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses à payer en plus et qui, si elles ne sont pas prises en charge par votre mutuelle, elles vont vous coûter cher. Vous citez dans le volet de votre enquête sur le rationnement financier de l'hôpital public des instances des pouvoirs publics qui dénoncent elles aussi certains aspects, certains tarifs du nouveau mode de financement des hôpitaux qu'on a évoqué en début d'interview, donc la tarification à l'activité. La Cour des comptes, par exemple, qui dénonce le bas tarif des actes de gynécologie, d'obstétrique, ou l'Inspection générale des affaires sociales, le Sénat également. Comment faut-il comprendre ces informations ? Est-ce que les décideurs politiques vont consciemment dans une direction qui dégrade petit à petit l'hôpital public en France ? Enfin, globalement, qui est-ce qui bloque et qui détient le pouvoir à ce sujet ? Il y a quelque chose qui est très intéressant et que chacun peut faire, c'est de lire les rapports parlementaires sur tel ou tel sujet. Là, on parle de l'hôpital, mais ça peut être sur n'importe quel autre sujet. Et du coup, les auditions. Les auditions des personnes interrogées par les parlementaires quand ils enquêtent sur un sujet. Et donc, vous avez les auditions, par exemple, dans le cadre de la santé. Moi, j'ai lu les auditions de tous les ministres de la Santé depuis 2003. Et en fait, ce qui est assez surprenant et désespérant, c'est que on a le sentiment que personne ne sait pourquoi les choses ne se font pas. C'est-à-dire que moi j'ai lu une audition de Roselyne Bachelot qui était à l'œuvre. Elle, c'était la loi de 2009
et qui fait vraiment acte de contrition en disant on a fait une erreur, la tarification à l'activité telle qu'elle est appliquée, c'est pas une bonne solution, parce qu'en plus, comme vous disiez tout à l'heure, les tarifs changent chaque année, mais par exemple là ça fait plusieurs années qu'ils sont revus à la baisse. Donc ça c'est vraiment problématique. Il y avait aussi Xavier Bertrand, c'est un ministre de la Santé, qui lors de ses auditions explique que oui, ça c'était une erreur, faudrait faire ci, faire ça. Et effectivement, c'est jamais suivi d'effet. C'est qu'on se rend compte qu'il y a un système beaucoup plus global qui avance, et là aujourd'hui on est en plein dedans avec les débats sur le projet de loi de finances 2026. La volonté de faire des économies, on a l'impression qu'elle prend le pas sur tout le reste. Et en fait, dans le détail, vous voyez que vous avez beaucoup de gens qui remettent en cause certains principes. Donc là, en l'occurrence, sur la tarification à l'activité, on a la Cour des comptes, l'Inspection générale des affaires sociales, le Sénat, qui remettent en cause ces tarifications. On a des personnalités publiques, politiques, qui disent oui, effectivement, maintenant, faut arrêter, ça ne marche plus. Mais on n'arrive pas à passer le cap. Et là, en l'occurrence, parce que, par exemple, sur le PLF 2026, on est complètement coincé parce qu'on ne regarde que cette histoire de réduction des dépenses. Et supprimer la tarification à l'activité, c'est aussi assumer une augmentation des dépenses, pas sur tout, mais sur certains postes dans l'hôpital public, oui. On va parler rapidement de la pénurie de recrutement dans le secteur de la santé publique. Vous reprenez des chiffres dans l'enquête publiée en septembre et vous montrez notamment qu'en 2024, seulement 19 nouveaux médecins ont été formés en radiologie en Bretagne. Est-ce que ces chiffres ils sont extraordinaires ? Est-ce que c'est beaucoup moins qu'avant ? Et surtout, qu'est-ce qui dit c'est pas du tout assez pour le territoire breton ? Alors non, ce n'est pas assez. La radiologie, ça fait vraiment partie des spécialités qui manquent le plus. On revient vraiment à cette histoire de politique néolibérale avec l'idée qu'il faut réduire la dépense publique. C'est que ça vient de la fin des années 70, du début des années 80, où il y a eu un paradigme. L'idée, c'était pour réduire les dépenses publiques de santé, on va réduire le nombre de médecins, avec l'idée que s'il y a moins de médecins, il y aura moins de besoins en santé. Ce qui est comme un parti pris déjà. Absurde. Oui, ce qui est assez absurde. En fait, c'était l'idée que les Français, soi-disant, avec un système de santé hyper bien fourni, qui fonctionnait quand même très bien, je pense jusque dans les années 80, étaient trop dépensiers en soins de santé, et que, en gros, si on leur réduisait la possibilité de se faire soigner, ils allaient faire des choix et aller vers des choses vraiment indispensables et éviter des soins soi-disant non prioritaires, voilà, de confort. Et donc, pour faire ça, ils ont réduit le nombre de médecins formés. C'est ce qu'on avait appelé le numerus clausus. Donc, ils ont limité chaque année le nombre de médecins par chaque spécialité. Il y avait une limitation. Et ça fait 10 ans qu'il y a une réflexion qui est menée sur le fait en fait, on a un problème, c'est que la population vieillit, on a les baby boomers qui arrivent, on a réduit énormément le nombre de médecins, et en fait, on n'a plus assez de médecins, et notamment des spécialistes, par rapport aux besoins de la population. Donc, c'est pareil, ça a mis quand même plusieurs années entre le moment où on a commencé à se rendre compte et le moment où la loi est passée. Donc, à vérifier, mais je crois que c'est 2019, la fin du numerus clausus. Depuis, ça fait 4-5 ans que, effectivement, en théorie, ils disent oui, maintenant, vous allez pouvoir former plus de médecins. Ils disent aux facultés de médecine, vous allez pouvoir former plus de médecins parce qu'il faut combler les manques. Sauf que ce que disent les professionnels, et on a un exemple flagrant là cette semaine, donc là on est au mois de novembre au CHU de Caen, c'est que oui, sur le papier, ils ont dit ok, on ouvre plus, mais ils n'ont pas donné les moyens aux facultés de médecine d'accueillir plus d'étudiants. On a vraiment un exemple très flagrant au CHU de Caen qui a annoncé là début novembre qu'il n'allait pas pouvoir accueillir de nouveaux internes parce qu'il n'a plus assez de personnel encadrant. Donc on tourne en rond. En fait, là, la seule solution, c'est un plan Marshall pour la santé d'une manière générale et l'hôpital public. Parlons un petit peu maintenant, avant de finir cette interview, des conditions de réalisation de cette enquête. Il faut noter que vous avez été confronté à de la rétention d'informations de la part de certains hôpitaux publics, celui de Rennes, de Vitré et de Brocéliande, si je ne me trompe pas. Ils ont non seulement refusé de vous communiquer les procès-verbaux des conseils de surveillance des hôpitaux publics, mais ils ont même demandé votre condamnation pour procédure abusive. Où vous en êtes de ces condamnations et qu'est-ce que ça dit en fait de l'état de l'information et de la presse en France aujourd'hui ? Alors en fait, j'ai voulu obtenir les procès-verbaux des conseils de surveillance des hôpitaux, sachant que les conseils de surveillance sont présidés par les élus locaux et sont membres du conseil de surveillance la direction de l'hôpital, les représentants du personnel.
personnel. Donc en fait, dans ces conseils qui se tiennent 4 fois par an, toute l'actualité de l'hôpital est présentée. Et donc moi, ce que je voulais, c'est les procès-verbaux, donc c'est-à-dire vraiment mot pour mot ce qui a été dit pendant la réunion. Je les ai demandés. À noter quand même que Redon me les a fournis de manière automatique sans discuter tout de suite. Les autres, au début, ont refusé ou ne m'ont pas répondu. Donc, j'ai saisi ce qu'on appelle la commission d'accès aux documents administratifs, que tout citoyen peut saisir et qui se prononce sur est-ce que ces documents sont communicables ou pas. La CADA a rendu cet avis favorable en disant oui, ce sont des documents complètement communicables. Et sauf que donc, il y en a certains qui les ont fournis et certains ont refusé, comme Brest. Mais Brest a refusé de me les fournir et puis ils se sont appuyés sur le fait que j'avais fait une petite erreur de procédure. Donc Brest a juste dit Madame Jarjaï a fait une erreur de procédure, merci de la débouter de sa demande. Ok, très bien, j'ai tout recommencé. La particularité de Rennes, Brocéliande et Vitré, c'est que ils se sont pas contentés de dire Madame Jarjaï a oublié de saisir la CADA, merci de la débouter de sa requête. Ils ont dit Madame Jarjaï a oublié de saisir la CADA, merci de la débouter et de la condamner à une amende forfaitaire de 2 000 € chacun. Donc, enfin, 2 000 € pour Rennes, 2 000 € pour Brocéliande et 1 500 pour Vitré. C'est des frais, soi-disant, pour payer leurs frais de justice. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que ces hôpitaux refusent absolument de nous fournir des documents qui sont communicables et qui devraient être donnés à celui qui les demande, qu'il soit journaliste ou pas d'ailleurs. Ou citoyen ou citoyenne. Voilà. Eh bien, c'est sur cette question un peu énigmatique qu'on va se quitter. Merci beaucoup Isabelle Jarjaï d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous recommande vivement la lecture de cette enquête publiée en 4 volets sur le site de Splan. Vous la retrouverez sur leur site internet, bien évidemment.